Bouakari Siddiqui Diakité. Les fondements théoriques de l'économie de la microfinance, tome 1. Section 3. Mécanismes de dissuasion et d'incitation dynamique. Les mécanismes de dissuasion et d'incitation dynamique sont aujourd'hui de plus en plus utilisés dans les IMF. Ces mécanismes ne sont pas des systèmes standards car ils sont élaborés en fonction des périodes, des IMF et des performances actualisées. Les plus utilisés sont les incitations dynamiques, paragraphe 1, et certains facteurs culturels, paragraphe 2, qui peuvent être considérés comme des mécanismes visant à lutter efficacement contre l'aléa moral alors que la prédéfaillance, paragraphe 3, et le crédit scoring, paragraphe 4, peuvent être utilisés comme des outils de gestion de risque de crédit. Paragraphe 1. Les incitations dynamiques. Pour dissuader l'emprunteur de truquer les bonnes informations qu'il détient et surtout l'amener à révéler ses vraies intentions ou actions, le prêteur peut adopter des techniques très pragmatiques des prêts progressifs ou par paliers. Qualifiés d'incitation dynamique, des prêts de ce type permettent de nouer une relation contractuelle durable entre prêteur et emprunteur. Ils expliquent un remboursement sans incident du premier et le déblocage d'un second plus important et ainsi de suite. Cette action répétée permet au créancier de réduire ses coûts de recherche d'informations et de sélectionner les bons risques, meilleurs emprunteurs. Pour les opérations les plus importantes, ceci est nécessaire pour l'IMF, d'autant plus que sa viabilité en dépend essentiellement. Pour l'emprunteur, la fidélisation résultant de cette pratique est l'occasion de réduire ses coûts de transaction ex post et de bénéficier de meilleures conditions de crédit. L'efficacité productive est donc dans une certaine mesure, l'efficacité allocative sont donc soutenues par les incitations dynamiques. Mais la portée de cette technique est limitée par la concurrence que peuvent se livrer les IMF et par le degré de mobilité spatiale des emprunteurs. De plus, le risque des comportements opportunistes n'est pas totalement éliminé dans l'attitude des emprunteurs. En effet, le comportement opportuniste permet, si les emprunteurs pensent qu'il y a un moment où le prêteur arrêtera de leur octroyer du crédit. Cette persistance peut être due aussi à la volonté des emprunteurs de décider de ne plus solliciter de crédit, car ils n'en ont plus besoin. Paragraphe 2. Les facteurs culturels et religieux. Dans certains milieux, le recours à certains facteurs culturels peut aussi permettre de lutter efficacement contre l'opportunisme comportemental de la part des emprunteurs. L'invocation de Dieu, de sa crainte, en tant qu'omniprésent, omniscient et omnipotent, est un facteur de réduction de défauts stratégiques. Il est utilisé sans coût par le prêteur pour faire face à l'asymétrie d'informations précontractuelles. En effet, en vertu de ces trois attributs précités, Dieu est présent lorsque le prêcheur et l'emprunteur s'accordent sur les termes de leur transaction. Il est un témoin invisible, mais le plus redoutable qui soit. Il inspire donc la crainte de toute déviation possible par rapport aux termes du contrat. Dans son omniscience, il connaît à l'avance les intentions, même les plus cachées, de l'emprunteur et les états de la nature auxquels il devra faire face dans l'exécution du contrat de prêt. À ce titre, sa bienfaisante grâce est invoquée pour la réussite des activités de l'emprunteur. En conséquence, son omnipotence est mise en exergue pour dissuader tout emprunteur véreux. Dieu peut punir, et toutes ses sentences sont justes. Tout délinquant peut même celui qui réussit à se soustraire aux punitions humaines et sociales. Dans ces conditions, le contrat du crédit devient sacré car scellé sous l'égide de Dieu.
Si tout se passe selon ces principes, le prêteur réduit au strict minimum ses activités de contrôle en mettant sa confiance en Dieu, tandis que par crainte de Dieu, l'emprunteur révèle son niveau d'effort et la vraie valeur de ses activités. Il en résulte une réduction des coûts et des risques améliorant respectivement l'efficacité productive et la qualité du portefeuille du prêteur. Paragraphe 3. Les mécanismes basés sur la prédéfaillance. La prédéfaillance est une situation dans laquelle un client d'une IMF n'honore pas ses engagements à l'échéance convenue. La difficulté de remboursement ne se situe pas à l'échéance définitive, mais à une échéance intermédiaire. Cela suppose bien entendu que le remboursement du crédit soit échelonné dans le temps, d'une semaine à quelques mois. Lorsque ce type de remboursement est utilisé avec conjointement l'intérêt calculé sur le capital restant dû, il en résulte la réduction des charges financières supportées par l'emprunteur. L'autre avantage consiste à limiter les risques de non-remboursement consécutifs à la détention par l'emprunteur d'importantes sommes sans emploi immédiat, qui est souvent la cause de la tentation conduisant à affecter ces sommes d'argent à des activités parfois plus risquées, voire improductives. Il y a donc prédéfaillance lorsque l'une quelconque de ces échéances intermédiaires n'est pas respectée, chacune d'elles comptant pour un crédit. Même si le non-remboursement d'une échéance n'implique pas la défaillance définitive, la déchéance du terme voudrait que, lorsqu'une échéance n'est pas honorée, toutes les suivantes deviennent exigibles. En tant que prémisse de la défaillance définitive, la prédéfaillance permet de détecter le plus rapidement possible les difficultés éventuelles de l'emprunteur et de prévenir la défaillance définitive. En réduisant ainsi le risque du crédit, la prédéfaillance améliore l'efficacité allocative du prêteur et réduit le risque de rationnement du crédit découlant de la détérioration de la qualité du portefeuille de crédit et entraînant par conséquent la contraction des fonds prêtables. Paragraphe 4. Le crédit scoring. La méthode de crédit scoring, c'est-à-dire l'évaluation statistique en microfinance, consiste à utiliser les informations relatives aux résultats de remboursement et les caractéristiques des prêts remboursés dans le passé pour pronostiquer les possibilités de succès pour les prêts futurs. La démarche peut être simple, implicite et même subjective dans la sélection des clients. Un agent de crédit ou un gestionnaire peut comparer mentalement le demandeur de crédit auquel il a eu affaire à une expérience antérieure. Cette démarche est élaborée lorsque, sur la base des informations et des caractéristiques contenues dans une base de données, l'IMF parvient à établir rigoureusement un système de cotation applicable à toute demande de crédit qui lui est adressée. Considérons un système de cotation composé de 4 niveaux: pas risqué, normal, risqué et très risqué. Toute demande sera préalablement confrontée à la fiche d'évaluation statistique pour savoir quel niveau de risque elle représente. Si elle n'est pas risquée, le reste, le prêt, est aussitôt octroyé. Le candidat présentant une telle demande peut même bénéficier d'autres avantages particuliers en dehors du crédit sollicité. En cas de besoin, il peut par exemple, sans beaucoup de formalités, accéder à une facilité de caisse. Si la demande est jugée comme un risque normal, l'accès au crédit est aussi immédiat, mais aucun avantage supplémentaire n'est à accorder. Pour les demandes estimées risquées ou très risquées, l'avis du comité du crédit est préalablement requis afin d'ajuster éventuellement le montant requis, le terme prévu ou le type de nantissement ou garantie nécessaire. Le scoring quantifie le risque comme une probabilité.
Il peut par exemple estimer le risque d'un prêt à 4,5% de chance de présenter à un moment donné 30 jours ou plus d'arriérés. Il s'agit là d'une estimation plus objective et plus facile à gérer par une IMF que les estimations subjectives à cause des simples sentiments des agents de crédit. Le scoring peut être mis à l'épreuve avant de l'appliquer réellement. Une fiche élaborée peut être comparée aux résultats de crédit en cours pour se faire une première idée des résultats qu'on peut attendre de cette méthode. Il peut même révéler les liens possibles entre le risque et les caractéristiques de l'emprunteur, du prêt et du prêteur, tout en réduisant le temps consacré au recouvrement. Mais le scoring requiert un grand nombre de prêts historiques avec des données précises pour chaque prêt et un bon système d'information de gestion. Or, dans la pratique, la plupart des IMF ne remplissent pas ces conditions. En outre, le scoring est bâti sur l'hypothèse que le futur doit être le reflet du passé. Pourtant, l'environnement socio-économique et politique dans lequel évoluent beaucoup d'IMF, des pays en développement par exemple, est constamment en évolution. Cette hypothèse est donc souvent irréaliste. Enfin, le scoring ne peut pas remplacer le travail de proximité préalable à l'enregistrement des demandes de crédit. Encore moins la nécessité des groupes de caution solidaire dans certains cas. Tous les mécanismes permettant de lutter contre l'asymétrie d'informations précontractuelles et post-contractuelles que nous avons analysés jusqu'ici afin d'améliorer l'efficacité productive et ou allocative des IMF tiennent essentiellement à l'organisation interne de celle-ci. Mais la lutte contre l'accroissement du risque de défaut, stratégique ou non, imputable au surendettement des micro-entreprises victimes du rationnement du crédit induit par l'asymétrie d'information, peut s'étendre à l'utilisation des centrales de risque. Section 4. Le recours à une centrale de risque. Une centrale de risque constitue une réelle opportunité de réduction d'asymétrie d'information entre les emprunteurs et les IMF, surtout lorsque le nombre de celles-ci augmente considérablement dans un même espace géographique. Ceci peut déboucher sur une situation de concurrence susceptible de profiter frauduleusement aux emprunteurs. Dans ces conditions, spécialement, une centrale des risques générant l'information sur la solvabilité des emprunteurs limitera les possibilités de défaut stratégique. Il s'ensuit un double avantage pour les IMF. La réduction des coûts de recherche d'informations sur les emprunteurs potentiels et ou réels et la réduction du risque de crédit. Si la réduction de ces coûts est de nature à baisser significativement le coût total du crédit, l'efficacité productive s'en trouvera améliorée. En guise de résumé, on peut dire que tous les mécanismes, caution solidaire, mécanisme de dissuasion et la centrale des risques, analysés dans cette section, contribuent certainement à réduire le risque de crédit en incitant l'emprunteur à révéler sa nature, bon ou mauvais payeur, l'information qu'il détient et ses vraies intentions et ou la valeur réelle de son projet. Ces mécanismes font partie des bases de fonctionnement de l'économie de la microfinance. Ils montrent que la microfinance est une solution aux difficultés de gestion liées à l'information. L'étroit lien entre l'asymétrie de l'information et la répression financière permet d'envisager une réflexion sur le rapport entre cette dernière et la microfinance. Avant d'aborder cet aspect de notre réflexion, nous faisons une application des mécanismes et modèles étudiés.